Bonjour à tous, Marie-Pia Dorto, je suis chargée avec Monsieur Laurent Gilbert d'animer ce webinaire de la filière de la plateforme Maladies rares du GHU Nord. Et avant d'aller plus loin, je passe la parole à notre doyenne, Madame le professeur Sabine Sarnaki, pour l'introduction. Oui, bonjour, je vous remercie. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Oui. Bon, alors c'est toujours pour moi un plaisir de parler des maladies rares parce que j'ai des fois l'impression de me répéter, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance, l'opportunité de m'occuper du deuxième plan maladies rares et d'être vice-présidente santé et de mettre en place en fait les filières de santé maladies rares. C'était mes missions particulières. Et puis l'évaluation des centres de référence maladies rares par le système pyramide qui agace beaucoup, mais néanmoins, c'est parce que vous êtes jeune et vous n'avez pas connu l'ancien système d'évaluation des centres de référence maladies rares, qui était un véritable cauchemar avec 3 jours sur place de visiteurs qui regardaient tous les éléments de preuve et des dossiers papier épouvantables. Donc, le système pyramide, il est ce qu'il est. Il ne reflète pas toujours la totalité des actions et des expertises des centres, mais il a quand même l'avantage d'être finalement assez simple et je pense de donner quand même un macro pilotage pas trop mauvais de l'attribution des financements pour les centres de référence. Et d'ailleurs, les évaluations sont faites également pour les filières. Alors, le GH Nord est un GHU, le GHU Nord qui regroupe, je l'ai vu là, 101 centres de référence et de compétences maladies rares, ce qui est énorme, bien sûr. Euh, et, euh, et avec vous hébergez 2 filières de santé maladies rares. Alors, comme vous le savez, ces filières ont été récemment réévaluées au niveau de la DGOS. J'ai eu le plaisir d'assister aux présentations des pilotes de filières avec beaucoup, beaucoup de plaisir parce que ces filières, c'était un peu mes bébés, mon bébé. Quand je suis arrivée au ministère, j'ai dit, c'est quoi une filière de santé maladie rare? Ils m'ont dit, on ne sait pas. C'est à vous de le définir. Et on a mis du temps à les faire. On a voulu que ce soit pas top-down, mais que ça parte de l'exercice des praticiens, de leur collaboration, et que ça tienne dans le temps. Et finalement, on est à 10 ans, puisqu'on a fêté les 10 ans des filières de santé maladie rare. Et de, des échos que je peux en avoir, nous-mêmes, nous avons une filière, j'ai piloté moi-même une filière qui s'appelle Neurosphinx. Euh, il y a de bons retours globalement des filières et surtout des utilisateurs, c'est-à-dire des patients et des associations de patients, puisque leur place a vraiment été, je dirais, bien ménagée dans ces filières, alors qu'elles n'étaient pas toujours suffisamment présentes au niveau des centres de référence et des sites constitutifs ou des centres de compétences. Donc, je suis très heureuse d'introduire ce webinaire de la plateforme. Et puis, et je félicite tous les acteurs du GHU Nord qui participent et qui ont créé ces centres de référence, qui les ont développés, qui s'insèrent dans ces filières. Moi, j'avais l'habitude de dire que j'ai rencontré dans le monde des maladies rares des gens absolument exceptionnels parce que je crois que quand je dis des gens, c'est le personnel médical, paramédical et également les administratifs qui nous aident et les associations de patients. Je trouve qu'il y a une communauté d'objectifs et un dynamisme qui est rare. Et je n'arrête pas de dire que c'est un modèle d'organisation des soins qu'on devrait regarder de plus près pour l'organisation des soins d'une manière générale en France. Donc, je ne peux que me réjouir de l'organisation de ce webinaire et féliciter l'ensemble des acteurs qui sont tous
des gens presque militants au sens militant, je veux dire, d'un engagement absolument formidable pour ces maladies rares. Les financements, ils existent et j'espère qu'ils vont pouvoir se pérenniser à l'occasion du 4e plan maladies rares. Les temps sont durs, mais j'espère que la France ne perdra pas sa prééminence, puisque nous avons été pionniers en France pour la mise en place du premier plan maladies rares, hein. Je rappelle que c'est probablement le seul plan qui a été mis en place sous l'impulsion des associations de patients et, euh, et que ces financements vont perdurer pour pouvoir continuer à œuvrer dans cette organisation des soins au sens large, hein. Voilà. Alors, la plateforme des GHU, et je vais finir là-dessus, je ne vais pas être trop longue, mais euh, quand j'étais en poste, on a créé donc les filières de santé maladies rares et j'avais proposé déjà à ce moment-là qu'on crée des structures plus régionales, puisque les filières sont nationales, des structures régionales qui pourraient contribuer à la coordination des centres de référence, des filières de santé maladies rares. Ce qui a été, nous, on a été un peu pionniers à Necker, puisque à ce moment-là, le directeur de l'hôpital m'avait demandé de la créer à Necker, ce que nous avons fait avec Laure Boquet. Et puis, ultérieurement, et j'en suis bien heureuse, il a été décidé qu'il y ait des financements pour la création de ces plateformes au sein des GHU un peu partout en France. Alors, la seule chose que je pourrais peut-être regretter, mais je sais que ce n'est pas facile à faire, c'est le fait que ces plateformes sont finalement, peut-être la vôtre l'est beaucoup, je ne sais pas, j'aurais plaisir à venir physiquement vous rencontrer, mais c'est le lien avec la ville. Le lien avec la ville est terrible et très difficile. Et finalement, je ne suis pas sûre, en tout cas celle que je connais bien, qui est celle du GH Centre, on n'a pas réussi réellement à faire ce lien avec la ville. Et c'est un petit peu dommage. Il y a une réflexion quand même à reprendre à ce niveau-là, en sachant que, je le répète, c'est un sujet très difficile. Voilà, donc vous avez tout mon soutien et je dirais, je suis à votre disposition si vous avez besoin voilà, que j'appuie sur certains sujets parce que je crois que c'est vraiment quelque chose, cette structuration au sein des GHU, euh, elle est absolument fondamentale et ces plateformes aident beaucoup. Néanmoins, elles ont un rôle majeur pour l'aide des centres de référence et des filières que, dans le quotidien et puis dans cette période d'évaluation qui est toujours importante. Et la dernière chose, je pense, et j'ai essayé de sensibiliser Nicolas Revel sur ce sujet, c'est l'Europe parce que on nous demande aujourd'hui d'abonder les réseaux européens de référence, non seulement sur nos activités, mais maintenant sur nos cohortes de patients. Et finalement, abonder ces cohortes, c'est pas facile. Les interopérabilités entre, vous le savez, entre Bamara et les ERN sont en train de se mettre en place. Et il faudra bien discuter la façon dont nous, qui avons très bien travaillé depuis 20 ans sur les maladies rares, avec des phénotypages magnifiques des patients, avec derrière maintenant de plus en plus, notamment grâce au programme de plateforme de séquençage au débit, comment nous, on s'y retrouvera dans ces ERN par rapport à des pays peut-être plus petits qui ont moins de patients ou moins bien phénotypés, mais qui ont plus de temps pour faire des travaux de publication. Voilà. Donc, encore une fois, félicitations pour l'organisation de cette journée. Et puis, je ne manquerai pas de suivre maintenant attentivement vos activités et puis de me déplacer aussi sur les sites, ce que j'ai pas eu beaucoup le temps de faire et je m'en excuse. Voilà. Merci et félicitations.
Merci beaucoup, Madame la doyenne. Nous allons maintenant passer dans la partie présentation des quatre thématiques abordées dans ce webinaire. Vous verrez que ces présentations font état de progrès très significatifs dans la prise en charge du patient, qu'il s'agisse de prise en charge non pharmacologique autour du parcours patient, de l'éducation thérapeutique du patient et de prise en charge pharmacologique. Nous allons commencer par la maladie de Moyamoya avec Madame Machado, qui est psychologue au CMRR de Lariboisière et une référente famille de l'association France Moyamoya. Merci beaucoup. Avant qu'on enchaîne, juste, c'est fait, mais n'oubliez pas de bien couper vos micros. Nous essaierons de prendre les questions à la fin de chaque intervention, mais on est aussi un peu contraint par les délais de temps et je rappelle aux orateurs qu'ils disposent de 10 minutes si on veut avoir au moins 5 minutes de discussion. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc moi, je suis Karine Machado, je suis psychologue. Je travaille à l'hôpital Lariboisière dans à la fois le département de neurologie et dans le centre de référence qui s'appelle le CERFCO, qui est un centre de référence pour les maladies vasculaires du cerveau et de l'œil, et dans lequel effectivement il y a un certain nombre de maladies, dont l'angiopathie intracrânienne de Moyamoya. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, enfin je vais vous co-présenter avec Madame Chauvet, un dispositif que nous avons mis en place depuis à peu près 2 ans, qui en fait fait suite à un projet d'éducation thérapeutique dans le cadre de la transition des enfants vers l'adulte. Alors, est-ce que Stéphanie, tu peux prendre le relais pour cette première introduction? Oui, 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 bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, super. Oui, donc moi je suis Stéphanie. Alors je suis désolée, il y a mon nom de jeune fille qui s'affiche, c'est pas très cohérent, mais donc je suis Stéphanie Chauvet, référente famille de l'association France Moya Moya. Donc nous avons des membres de l'association qui ont pu participer à ce dispositif. Du coup, je vous en dirai les retours tout à l'heure. Je vais commencer donc par me présenter la pathologie un petit peu et l'association. Donc du coup, je suis dans l'association moi depuis 2017. J'ai le syndrome de Moya Moya et donc j'ai voulu m'engager dans l'association parce que ça me faisait du bien de voir que je n'étais pas seule, que j'étais entourée. Et donc, la communication, de voir les familles, tout ça, c'était quelque chose qui me faisait envie et je me sentais sortir de l'isolement. Donc, c'est pour ça que je suis aussi référente famille dans l'association. Donc, au niveau de la maladie, donc le syndrome ou la maladie de Moya Moya, c'est une maladie qui touche les vaisseaux du cerveau, qui se caractérise par un épaississement de la paroi des vaisseaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les conséquences, c'est qu'il y a un flux sanguin qui est diminué au niveau du cerveau. Donc, le risque, c'est de faire, entre autres, un AVC. Du coup, les les familles nous font souvent appel à nous parce que du coup, ils se posent beaucoup de questions. C'est un peu comme ça touche le cerveau, ça fait peur, c'est inattendu, enfin, c'est soudain. Donc, ils se tournent vers nous pour répondre à plusieurs questions. Il se trouve que cette association est née en 2001 pour Tanguy, parce qu'avant l'association s'appelait Tanguy Moya Moya. Et donc, c'est donc une famille qui était dans le besoin au niveau des soins, qui avait besoin de sortir de l'isolement. Et donc, voilà, l'association est née comme ça. Le conseil médical s'est monté. Et donc, ça permet de travailler en collaboration avec notamment le CERFCO, donc l'Alliance Maladies Rares, Brain Team, et des choses, on a participé à des projets pour le PNDS, par exemple, ou pour rédiger la fiche orphanette, la fiche handicap orphanette.
Donc du coup voilà, quand on m'a proposé donc de parler du projet, ben, c'est vrai qu'on a de bons retours au niveau des patients. Mais peut-être que je vous parlerai des retours après la présentation de Carla, je sais pas Oui, trop. super, merci Voilà. Stéphanie. Je vais du coup enchaîner sur la Ouais. présentation. Donc là, en fait, la naissance du projet, de cette visite en immersion à l'hôpital, elle est née d'un programme d'éducation thérapeutique que nous avons créé en 2021. Et un des deux ateliers, en fait, concernait spécifiquement la création donc, d'une journée de transition. Donc, avec le professeur Manuel Kosorotov, qui est neuropédiatre à Necker et qui est centre du coup de référence maintenant de l'AVC de l'enfant. Et c'est elle qui effectivement avait beaucoup l'expérience et donc beaucoup de patients aussi. Et donc on a créé comme ça un dispositif de transition entre du coup son service et notre service, puisque nous sommes le centre de référence adulte pour cette maladie. Et dans le cadre de cette journée de transition, donc ça c'est le flyer qu'on a mis. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Merci. Donc, dans cet atelier, cette journée de transition qu'on a co-créé d'ailleurs avec l'association Tanguy Moya Moya, vous les voyez, ils sont à 11h30. Ça, c'est en fait un programme type de la dernière journée. Donc, on avait 5 ados et 5 familles. Et donc, on a essayé de créer un programme assez complet avec du coup des ateliers à la fois de gestion des émotions, de transition, mais on s'était dit aussi que c'est très important de présenter pour que en fait le jeune puisse se projeter sur le service adulte. On s'était dit que on viendrait bien présenter l'hôpital et l'équipe. Alors, c'est compliqué de déplacer un hôpital Lariboisière avec toute une équipe dans un autre hôpital, surtout que la maladie de Moya Moya, c'est une maladie qui est très transversale avec plein d'examens différents dans plein de services différents. Donc, on a la neuroradio, des fois on a la neurochir, des fois on a l'IRM, des fois on a l'hôpital de jour, on a l'hôpital de semaine, enfin voilà. Donc du coup, on a fait un appel à projet filière Brain Team. Ils ont été emballés par notre projet. Ils nous ont financé donc une vidéo qui, en fait, au départ, était uniquement pour l'atelier de transition. Donc j'ai un casque de réalité virtuelle. Je fais présenter sur ce temps-là aux ados l'hôpital et tous les intervenants qui vont être amenés à voir. Et c'est ce que je vais vous faire juste en petit cours là, visiter un peu l'hôpital. Donc je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Voilà, donc ça c'est elle va se lancer à un moment donné, j'espère. Voilà, elle se lance, super. Donc en fait, ça c'est un avatar qu'on a créé avec les gens de la vidéo qui nous permet de présenter un peu le parcours général. Donc voilà, là, elle nous présente que en venant à l'hôpital, on peut venir en consultation, on peut venir peut-être en hôpital de jour ou en hospitalisation traditionnelle. Elle décrit un peu les différentes possibilités dans le suivi. Elle détaille aussi les interlocuteurs, les différents professionnels qu'elle peut être amenée à voir. Et la casque de réalité virtuelle, il peut être aussi fait sur un ordinateur et on peut se déplacer sur tous les plans en fait, autour de soi. Donc ça, c'est la partie introduction, mais on peut visiter comme ça d'endroits. Donc, diapo suivante, ça c'était la partie introduction. Ça c'est la partie consultation. Donc là, la secrétaire nous dit bienvenue. Voilà, vous êtes dans le service de consultation. Vous allez peut-être avoir une consultation médicale ou avec d'autres spécialistes. Et là, j'ai raccourci évidemment, et c'est moi qui appuie sur la petite main pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez toujours aller soit au menu principal, soit aller au menu imagerie, soit continuer le suite du parcours. Et la suite du parcours, du coup, elle nous fait suite du parcours, diapo suivante. Voilà, elle nous fait en in vivo la consultation avec le docteur Hervé, qui est le neurologue référent pour cette maladie. Voilà, donc le neurologue, pareil, si je voulais, j'aurais pu faire aussi tourner la caméra, enfin tourner l'écran, enfin me déplacer autour en tout cas, pour visiter une salle. Et puis, autre point très important, c'est qu'en fait, il y a des examens qui sont très impressionnants dans le suivi de cette maladie. Bon, il y a l'IRM que tout le monde connaît, l'IRM cérébral, mais il y a d'autres examens, dont l'artériographie cérébrale. Voilà, donc on a fait aussi toute une visite dans la partie neuroradio, et en particulier, là, c'est ma grande fierté, voilà, on a fait visiter une salle d'artério avec le neuroradiologue, là, c'est Marc-Antoine Labéry, aussi spécialiste dans cette maladie, qui du coup nous fait visiter, voilà, nous explique un peu comment ça fonctionne. Et pareil, on peut visiter la salle, on peut regarder un peu. Alors, je
je vous ai pas tout détaillé, mais voilà, vous faites un 360 en salle d'artériaux pour visiter en fait les lieux, et ça permet du coup tous les patients de venir et de se projeter sur qu'est-ce qu'ils vont être amenés à, quels professionnels ils vont rencontrer, quels lieux ils vont expérimenter. Donc au départ, on était sur évidemment uniquement la partie transition pour ces jeunes qui venaient donc dans un service d'adultes. Mais du coup, on a trouvé ça cool et du coup, maintenant, il est dans le site de référence et en fait, il sert à tous les patients, y compris les adultes, qui viennent en consultation ou pour leur suivi ou pour leur neurochir. Voilà, diapo suivante. Et ça, c'est la diapo de fin, enfin la partie vidéo de fin, pareil, où on a fait, c'est la secrétaire hospitalière Céline Martin qui, du coup, fait une petite synthèse avec les différents temps qu'on a pu voir, etc. Voilà, diapo suivante et je pense que, voilà. Stéphanie, je te redonne la main pour que tu puisses conclure. Oui, alors du coup, de notre côté, on a un retour très positif de ce dispositif parce que ça permet de dédramatiser, de se projeter. Et je trouve que ça rend plutôt acteur, que ce soit les parents ou l'enfant, au niveau de sa prise en charge, parce que du coup, il s'enlève en fait toutes les barrières qui peuvent se mettre, ça enlève les appréhensions, ils prennent conscience de là où ils vont, ça fait moins peur et du coup, c'est vrai que, c'est très bien accueilli. L'enfant, c'est pris un peu comme un jeu, hein, et les parents, eux, se sentent en sécurité parce que du coup, ils se sentent pas lâchés dans la nature dans cette transition enfant-adulte. Et c'est vrai que de voir, par exemple, la salle d'artériaux, c'est vraiment quelque chose qui fait peur, à toutes les personnes, au sein de l'association, l'artériographie. Et le fait de le voir, je trouve que oui, ça dédramatise et c'est vraiment le retour qu'on en a aussi. C'est qu'en fait, ils connaissent déjà, ils sont dans un lieu connu et c'est vrai que ça, c'est vraiment le retour qu'on a des familles. Hem et vraiment, ça permet de mentaliser un peu la prise en charge, de les dérouler, de se situer parce qu'un enfant, il a besoin de Stéphanie, se s Stéphanie, il te reste à peu près 2 minutes. 1 ouais, minute, bah, 30 j'ai secondes. fini. Et du coup, bah, ça permet voilà, de se situer dans leur prise en charge et c'est vraiment, très bien, accueilli. C'est vraiment, vraiment un bel outil et j'ai fini. Merci beaucoup pour votre témoignage et merci beaucoup. C'est vraiment un super projet, c'est magnifique. Je disais en aparté, on va tous faire ça pour nos services, maladies rares ou pas maladies rares, ça serait vraiment précieux. Je vois il y a deux mains levées dans la salle. On va passer la parole à Madame Isabelle Toussaint. Non, il faudrait peut-être activer votre micro. Hop, alors attendez, son micro est. Sinon, Madame Paulette Morin, le temps qu'on trouve comment activer le micro, ça va être pareil. Mince. Est-ce que vous voulez poser vos questions dans le chat du coup et puis on les transcrira oralement et en plus elles seront sauvegardées, me dit-on. Ah, c'est dommage. Est-ce que vous voulez saisir votre question par... Sinon, ça laisse, je me tourne vers Madame Chauvet. Du coup les patients de... Ah, ça y est, Madame Toussaint, je crois que votre micro est activé. Oui. On ne vous entend pas. Alors, Madame Morin, peut-être, veut poser sa question. D'accord. OK. Et du coup, une petite question pour Madame Chauvet. L'ensemble des familles ou la majorité des familles a déjà utilisé cette vidéo et comme vous le disiez, ça contribue à les rassurer, c'est ce que vous disiez? Oui, 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 c'est ça. Il y a une certaine, mise en sécurité qui est vraiment, marquée. Ils se sentent, déjà pris en considération, et puis surtout, oui, ils se sentent vraiment en sécurité et pas lâchés dans la nature comme ils le disent si souvent.
Bien, merci beaucoup. Donc, je vais donc introduire l'intervention de Monsieur Miron, coaching à distance, activité physique chez les patients atteints d'un syndrome de Marfan, résultat de l'étude randomisée Marfan. Et donc, mais je vous donne la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très Oui. bien. Oui. Merci beaucoup de l'invitation. Donc moi je suis Olivier Mileron, je travaille en cardiologie à Bichat et donc dans le centre de référence pour les syndromes de Marfan et apparentés. Et donc c'est un plaisir de vous présenter les résultats de cette étude randomisée qui a été faite dans le centre de référence. Diapo suivante s'il vous plaît. Suivante. Donc en fait, le syndrome de Marfan, c'est une maladie qui fragilise principalement le tissu de la paroi aortique. Et donc, ce qu'on veut prévenir en prenant en charge les patients, avant tout, c'est la dilatation et la dissection de l'aorte, puisque la dissection de l'aorte, c'est un événement très grave. Diapo suivante. Suivante, excusez-moi, j'ai mis un peu trop d'animation. Voilà. Et donc ça, c'est le pronostic des patients Marfan quand ils n'étaient pas pris en charge et opérés. Et donc on voit que les premières courbes en bas, en fait, c'est de la mortalité et que en fait, l'évolution spontanée de la maladie fait qu'il y a la moitié des hommes qui sont morts à l'âge de 40 ans et la moitié des femmes qui sont mortes à l'âge de 50 ans quand on ne prend pas en charge ces patients. Suivante. Et ça, c'est la prise en charge des patients suivis dans le centre de référence. Quand on connaît le diagnostic, qu'on les suit, qu'on les opère quand il faut, l'espérance de vie se rapproche de celle de la population générale. Suivante. Et donc, ça, c'est l'étude qui a été faite à Bichat qui montre que le risque de dissection est corrélé au diamètre maximal mesuré au niveau de la aorte ascendante et qu'en gros, en dessous de 50 mm de diamètre, il y a très très peu d'événements, mais se pose le problème quand même de la prévention de la dissection et du suivi de ces patients en ce qui concerne l'activité physique. Suivant. Voilà. Et donc en fait, on a deux types d'efforts. À gauche, vous avez les patients, enfin le retentissement hémodynamique d'une activité dynamique en opposition avec une activité statique. Donc en gros, une activité statique, c'est quand on contracte un muscle sans le raccourcir. Alors qu'une activité dynamique, on contracte et on relâche le muscle. Et si on regarde l'avant-dernière ligne, on voit que sur une échelle de temps qui est beaucoup plus longue pour une activité dynamique, on va avoir une augmentation progressive de la pression artérielle, alors que pour une activité statique, la pression artérielle monte très vite. Au bout de 2 minutes, on a une augmentation très importante de la pression artérielle. L'exemple type étant la musculation. Chez nos patients, on va essayer de leur empêcher de faire des variations brutales de la pression artérielle dans la aorte parce qu'on considère que c'est un risque de faire une dissection. Suivante. Et donc ça, c'est l'évolution de la pression artérielle quand on fait des efforts importants type musculation. Donc on a la pression artérielle à gauche au repos et c'est des exemples où lorsqu'on pousse des poids importants, c'est qui correspondent à une répétition maximale, c'est-à-dire en gros le poids maximum qu'on peut pousser. Donc on est à 90%, 95% de la répétition maximale avec une jambe ou deux jambes, et vous voyez qu'on peut monter à plus de 25 ou 30 de systolique très rapidement. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut éviter chez les patients Marfan. Mais une fois qu'on a dit ça, pour les conseiller dans la vie de tous les jours, c'est assez difficile. On leur dit faites du sport parce que l'espérance de vie augmentant, on s'intéresse de plus en plus à leur qualité de vie. On sait qu'ils ont des douleurs un petit peu partout, que probablement l'activité physique régulière permet d'améliorer les choses. Mais il faut qu'on puisse être un peu plus précis que ça. Suivante. Ça, je vais passer ça. Suivante. On a eu un modèle animal qui a montré que chez des souris et chez qui on mettait une mutation type Marfan dans la fibrine de type 1, en fait, l'activité physique à un niveau modéré, aux alentours de 55-65% de la VO2, en fait, diminue la vitesse de dilatation de la horte chez ce modèle animal. Suivante.
Et c'est pour ça qu'on a fait cette étude randomisée, l'idée étant d'étudier dans une population de patients avec un syndrome de Marfan avec une mutation classique, c'est-à-dire dans le gène de la fibrilline de type 1. On voulait voir l'effet de l'activité physique régulière sur la qualité de vie. Suivante. Donc on a inclus que des adultes qui avaient un syndrome de Marfan avec la variation classique dans la fibrine de type 1, qui avaient un diamètre pas trop dilaté, c'est-à-dire inférieur à 45 mm, où on les opère à 50 mm, ou alors qui avaient déjà été opérés de l'aorte ascendante. Il fallait que, donc ils avaient toute une batterie de tests à l'inclusion, dont une VO2. Il ne fallait pas qu'ils montent trop la pression artérielle à l'effort. Et une des choses qui est spécifique, c'est que comme on est dans la maladie rare, les gens viennent de un peu toute la France à Bichat, et donc c'est très compliqué de les faire venir régulièrement. Et donc on a mis en place un entraînement personnalisé en ligne, supervisé par Steve Jouini, qui est doctorant en sciences du sport. Donc les patients étaient évalués et on leur faisait un programme personnalisé en fonction des premières évaluations faites à Bichat. Et ils avaient 2 séances par semaine supervisées. On a randomisé les patients entre témoins et contrôle, 2 fois plus, témoins et activité physique, pardon, et avec 2 fois plus de patients dans le groupe activité physique. Et le critère primaire était la qualité de vie, évaluée par le SF36, qui est un questionnaire bien validé de qualité de vie. Suivante. Ça, c'est le flowchart qui est pas très joli, mais en gros, l'idée, c'est qu'on a mis 46 patients dans le groupe entraînement, 24 dans le groupe contrôle. Il y a 8 patients qui ont abandonné dans le groupe entraînement et beaucoup plus dans le groupe contrôle. En fait, les gens étaient très en colère de être dans le groupe contrôle et de ne pas avoir l'activité physique. Et donc, finalement, l'analyse se fait sur 38 patients entraînés et seulement 14 patients dans le groupe contrôle. Suivante. Donc, il y a eu différents types d'activités qui étaient proposées aux patients avec une activité qui était identifiée pour chaque patient en fonction de ses tests initiaux, mais aussi de son évolution. Et avec l'idée de faire à la fois du dynamique et un petit peu de statique, un peu de musculation, mais avec des charges très faibles, puisqu'on ne dépassait pas 50% de la répétition maximale théorique. Suivante. Et donc ça, c'est les résultats sur le SF36 où on va avoir, alors en fait, il y a des petites bulles qui apparaissent, voilà, c'est ça, il faut avoir un. Et donc on a entre le groupe contrôle et le groupe entraînement une amélioration claire en ce qui concerne l'activité physique, enfin le bien-être physique, le bien-être mental, mais aussi sur les douleurs. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît très important, c'est que le fait de faire de l'activité physique diminue les douleurs de nos patients. Et donc la perception générale est améliorée. Suivante. On a heureusement pas d'augmentation du diamètre aortique. Suivante. On a un résultat qui nous paraît très important, c'est quand on fait un squat isométrique, c'est-à-dire une contraction en se mettant les jambes à 90 degrés, ça fait monter la pression artérielle, mais quand on a été entraîné, c'est les colonnes tout à droite, les petites barres tout à droite, le fait d'être entraîné fait qu'on monte moins sa pression artérielle sur un squat isométrique après les 3 mois d'entraînement. Donc le fait d'avoir une activité physique protège probablement les patients lorsqu'ils sont obligés de faire une activité isométrique par ailleurs. Suivante. Et surtout, on n'avait pas d'événement aortique, hein, c'était quand même la première chose qu'on voulait montrer, rassurer tout le monde. Donc il n'y a pas eu de dissection. Et donc la conclusion de ça, c'est que l'activité physique régulière en endurance chez nos patients Marfan améliore leur qualité de vie. Ça améliore la réponse hémodynamique à l'effort, donc ce qui est probablement en soi un médicament. Bien sûr, on ne va pas les autoriser à faire de la compétition. Une fois qu'on a fait cette étude avec comme on voulait rassurer tout le monde, on a fait quelque chose de très personnalisé. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir le généraliser d'une part en termes d'évaluation initiale qui était relativement lourde. Donc, on est en train de travailler avec Steve Louini pour qu'il puisse nous donner la clé pour pouvoir faire une programmation pour chaque patient sans qu'ils aient besoin de faire 1 heure d'évaluation comme on faisait dans le truc initial. Et puis, il faut qu'on ait cette capacité de continuer du coaching à distance. Et donc, on va avoir besoin d'APA formés au Marfan pour pouvoir continuer
cette étude pour que ça devienne concret pour nos patients. Suivant, donc voilà, je voulais aussi remercier l'association donc de patients Marfan qui a financé en partie cette étude et avec qui on travaille justement sur la mise en place d'un programme adapté et qui eux s'intéressent aussi beaucoup à la pratique physique parce que c'est quelque chose qu'ils savent est fondamental pour eux. Et donc voilà, on va continuer à travailler sur ce sujet et ben, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui... J'ai rien vu dans le chat ni dans... Pas de questions, non? Moi, j'ai une question, du coup. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. C'est vraiment important de souligner que la prise en charge des patients d'une façon générale et dans les maladies rares en particulier repose sur des mesures pharmacologiques quand c'est possible, mais pas seulement. Il y a les questions de parcours patient, ce qu'on a vu dans l'intervention précédente, et puis tout l'accompagnement autour de l'activité physique, et on voit que l'activité physique améliore globalement les patients. Tu mentionnais la nécessité d'avoir des APA qui soient formés au Marfan. Du coup, est-ce que vous allez développer un programme de formation des APA? Ben, on réfléchit à ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont formés pour faire de la réadaptation cardiaque chez les gens qui ont une insuffisance cardiaque ou des coronariens, mais c'est pas du tout la même chose que pour les Marfans. Et donc, on se dit que ce qu'on veut avant tout, c'est de la sécurité. Et que donc, on aimerait bien que dans chaque centre expert, il puisse y avoir des APA un peu référents qui connaissent le Marfan et qui sont capables de gérer ce programme. Voilà. Donc, on est à la fois, les patients sont très demandeurs qu'on fasse des programmes, et ils ont raison. Et nous, quand même, on veut une validation et une sécurité. Et donc, on ne veut pas les lâcher dans la nature en disant allez faire du sport ou de la réadaptation, parce qu'il y a des spécificités particulières au Marfan. Et s'agissant de la réadaptation, dans les centres de réadaptation cardiologique, j'imagine qu'ils sont quand même un petit peu sensibilisés, ou la maladie étant une maladie rare, il faut quand même aussi une action de formation en direction des centres de réadaptation cardiologique. Alors, les centres de réadaptation cardiologique, ils voient quelques Marfans de temps en temps en post-opératoire, mais sinon, en préopératoire, ils ne les voient pas. Mais surtout, nous, on a un problème, c'est que nos patients, ils sont disséminés sur le territoire et beaucoup sont dans des territoires où il n'y a pas à côté de chez eux des centres de réadaptation. Et donc, nous, ce qui nous paraît très intéressant, c'est ce coaching à distance qui permet que les gens fassent du sport à domicile et qui pourrait en plus permettre de le faire dans la durée. Parce que ce qu'on voit très souvent, même en dehors du Marfan, c'est qu'on envoie les gens en réadaptation, ils vont 2-3 fois par semaine, ils font du sport, mais ils ont beaucoup de mal à continuer tout seuls. Et donc, le fait d'avoir ce coaching à distance, à mon avis, pourrait être quelque chose de très important pour que ça soit dans la durée et que les gens ne s'arrêtent pas une fois qu'ils n'ont plus l'accès au centre de réadaptation ou un coaching. Là, on n'a fait que 3 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée, dans la salle, en distanciel? Je n'ai pas l'impression. Bon, eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci au Centre Marfan. Nous allons passer à l'intervention suivante, faite par le professeur Martinelli et Madame Didelot à propos d'un nouveau traitement pour les maladies rares de la surrénale. Je vais commencer, si ça vous va, Madame Didelot, et puis vous enchaînez derrière. Donc, d'abord, je vais remercier la plateforme Maladie Rare GF Nord de nous donner l'opportunité de vous présenter les résultats de cette étude à laquelle nous avons eu la chance de pouvoir participer et d'en faire bénéficier certains et certaines de nos patients. Alors, il s'agit d'un nouveau traitement pas dans les maladies rares de la surrénale, mais dans une maladie rare de la surrénale, la plus suivante, qui est l'hyperplasie. Donc, un souci dans les diapos. Ouais. Ça vient en arrière, c'est pas ça dans la première diapo. Non, pas du tout. Sinon, je vous partage moi mon écran. Excusez-moi, oui, excusez-moi, on ne vous entend pas très très bien. Est-ce qu'il faut positionner différemment le micro?
Je peux peut-être monter le son si c'est mieux. Je sais pas. Vous m'entendiez bien tout à l'heure, vous m'avez dit. Alors, Oui, si je oui, fais ça, là, est-ce que c'est mieux? c'est peut-être un peu mieux, oui. Ouais, je vais parler plus Merci. fort. Je disais que ce n'est pas du tout les bonnes diapos que vous avez. C'est pas celle que je vous ai envoyée. Enfin, c'est pas dans le bon ordre. Donc, ce que je proposais, c'était de partager mon écran pour vous partager les diapos. C'est bon? Vous m'entendez là ou pas? On arrête le partage de notre côté, on vous laisse partager le vôtre? Oui. Arrêtez le partage. Là, tout à droite. Non, 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 non. Le truc rouge. Le truc rouge, Virginie. Il faut sortir. Voilà, hop, arrêtez le partage. Voilà. Ça marche. Attendez, là, je n'ai pas activé le partage. Là, c'est bon. Ok. Ok, là, c'est bon, vous voyez bien la diapo? C'est bon? Oui, oui. Oui, super. Ok. Donc, je parle fort, vous me dites si vous m'entendez pas. Donc, je vais vous parler de l'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21 hydroxylase, donc qui est une maladie rare de la surrénale, qui est la plus fréquente des maladies rares que nous voyons en pédiatrie. Donc, la surrénale, c'est une glande qui est située au-dessus des reins et dont le rôle principal est la biosynthèse et la sécrétion d'hormones qui vont aller agir sur l'ensemble de l'organisme. Et dont les deux principales sont l'aldostérone et le cortisol, qui sont des hormones vitales, et également des androgènes, avec principalement l'androstenedione. Dans la maladie de l'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21 hydroxylase, ce qui se passe, c'est qu'il y a un défaut de fabrication d'une enzyme indispensable pour la biosynthèse de ces hormones. Il y a plusieurs étapes pour la fabrication de ces hormones, qui fait intervenir à chaque fois une enzyme qui est codée par un gène. Et donc, dans cette maladie, le gène qui fait défaut, c'est le gène 621A2. Une mutation et une délétion entraînent l'absence de production de cette enzyme et donc un blocage de la fabrication de ces gènes. Cela induit un défaut de production de l'aldostérone, induit à une déshydratation et un défaut de désynthèse du cortisol, qui entraîne une adaptation au stress, un état de choc et un risque d'hypolysis. L'absence de sécrétion de cortisol va transmettre un signal, un rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypophyse, qui est cette glande qui contrôle de manière centrale les surrénales, qui elles fonctionnent normalement. Et on va transmettre le signal il y a un défaut de production de cortisol. Et donc, en réponse, cette glande va se mettre à sécréter de manière plus importante la CPH, qui va aller stimuler les surrénales pour les faire grossir, d'où le nom hyperplasie des surrénales. Le bloc va toujours être là, et donc ça va entraîner une augmentation des précurseurs en amont du bloc et une déviation vers la production de la seule voie qui fonctionne, la voie des androgènes, avec une hyperproduction d'androgènes, qui peut aboutir à une virilisation des organes génitaux chez les petites filles avant la naissance et en postnatal, une accélération de la croissance, une maturation accélérée du cartilage de croissance et une petite taille finale chez les filles et les garçons. Et donc, toute la difficulté et le challenge de l'équilibre thérapeutique dans cette maladie, c'est de donner suffisamment de traitements pour empêcher le risque d'insuffisance surrénale, mais en donner un peu plus que de manière physiologique pour aller vraiment freiner cette stimulation de la surrénale et limiter l'hyperandrogénie, avec bien évidemment le risque de surdosage médicamenteux en donnant trop de cortisol et d'entraîner un hypercortisol. Et donc, les difficultés de l'équilibre thérapeutique, ils résident dans la physiopathologie de la maladie, mais également chez les patients et patientes, c'est une grande variabilité dans la réponse au traitement en fonction des individus, et également dans les modalités de surveillance et les médicaments. En effet, là, c'est représenté en bleu foncé la sécrétion physiologique de cortisol chez les personnes qui ne sont pas malades. Et l'objectif des traitements, c'est d'essayer de reproduire finalement cette sécrétion physiologique et surtout cette montée progressive du cortisol durant la nuit. Et vous voyez que quelles que soient les molécules utilisées en couleur derrière, on n'arrive pas à reproduire de manière, s'approcher de la physiologie de sécrétion. Donc, on n'arrive pas à empêcher cette hyperandrogénie, sauf au prix d'une dose de médicaments très élevée et donc d'un hypercortisol. Et donc,
il y avait une nécessité importante de trouver de nouvelles approches thérapeutiques pour améliorer l'équilibre dans cette maladie. Donc, ça fait une dizaine d'années que plusieurs laboratoires pharmaceutiques développent de nouvelles molécules qui agissent à différents endroits, soit au niveau de la surrénale, soit d'autres formulations à libération prolongée de glucocorticoïdes, toujours avec le risque de surdosage en glucocorticoïdes. Et finalement, celle qui nous semblait plus intéressante et qu'on attendait depuis plusieurs années, c'est celles qui vont agir directement sur l'hypophyse et empêcher finalement cette stimulation naturelle pour diminuer son hyperplasie, diminuer la production accrue d'androgènes et ainsi pouvoir juste diminuer la dose de glucocorticoïdes à une dose substitutive de type prénatal. Parmi ces médicaments, les plus avancés et qu'on a pu tester chez nos patients et patientes, ce sont ceux qui vont directement bloquer le récepteur du CRH et empêcher la fabrication de l'ATP. Donc, ces antagonistes sélectifs du récepteur de type 1 du CRH avaient initialement été développés pour essayer de traiter le syndrome dépressif et le stress post-traumatique. On n'avait pas été concluant dans ces indications. Et donc, une équipe a essayé de le tester dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, dans une étude proche de cassette, qui a montré son efficacité avec une réduction de la CTH et une amélioration des biomarqueurs de la sécrétion des androgènes au niveau de la surrénale. Suite à cette étude preuve de concept, deux laboratoires se sont emparés de ces molécules, ont développé chacun leur molécule qui vise directement ce récepteur. Donc, le laboratoire Pulse Bioscience qui a développé le Tildacertan et les laboratoires Neurocrine qui ont développé le Crinecertan. Ces deux molécules ont été testées dans les études de phase 2, qui a permis de déterminer quelle était la dose optimale pour avoir une efficacité et une bonne tolérance. Et donc, ces études sont maintenant en cours de phase 3. Et je vais vous parler plus particulièrement de Crinecertan, puisque la France a pu participer dans les études de phase 3, à la fois chez l'adulte et à la fois chez l'enfant. Et moi, je vais vous parler de celle de l'enfant, mais celle de l'adulte a montré les mêmes résultats. Donc, il fallait inclure des enfants qui avaient donc une forme classique d'hyperplasie congénitale des surrénales, âgés de 2 à 17 ans. C'était une étude internationale. Il fallait que ces enfants soient traités avec des fortes doses d'hydrocortisone et que malgré ces fortes doses, l'équilibre thérapeutique ne soit pas atteint avec des androgènes déterminés par le delta 4 qui étaient supérieurs à la norme. Ces enfants étaient traités, étaient randomisés en double aveugle. Nous, on ne savait pas dans quel groupe étaient randomisés les enfants, soit dans le groupe placebo, soit dans le groupe traitement. Pendant les 4 premières semaines de traitement, on n'avait pas le droit de toucher à la dose de glucocorticoïdes. Et ensuite, à partir de la 4e semaine, si on estimait qu'il y avait un meilleur contrôle de la sécrétion des androgènes, on pouvait essayer de baisser la dose de glucocorticoïdes jusqu'à une dose dite physiologique si on le pouvait. Et bien sûr, on était en double aveugle, mais on a bien vu qu'il y avait certains enfants qui avaient une amélioration de leur équilibre et d'autres pour lesquels ça ne changeait rien. Donc, les critères de jugement, c'était l'efficacité, d'obtenir un contrôle de la maladie et de pouvoir baisser les doses de glucocorticoïdes, et puis les différents évaluations en termes de sécurité. Donc, on a pu inclure 103, l'étude a inclus 103 patients et patientes qui étaient randomisés, donc à 2 tiers dans le groupe Crinecertan, 1 tiers dans le groupe placebo. Ils avaient en moyenne 12 ans, avaient en moyenne une forte dose de glucocorticoïdes à 17 mg par jour et avaient une maladie non contrôlée puisque les taux d'androsodium étaient largement supérieurs à la normale en début de vie. Au cours de cette étude, après les 6 mois en double aveugle, donc soit traité par le placebo, soit traité par le Crinecertan, eh bien, on a pu observer une amélioration franche de l'équilibre avec une diminution des androgènes, comme vous pouvez le voir ici, dans le groupe Crinecertan, parce qu'il n'y avait pas de modification dans le groupe placebo. Et en maintenant ce meilleur équilibre, une diminution progressive des doses de glucocorticoïdes et de avec une réduction de 17 à 12 mg/m² au bout des 6 mois. Et il y avait même 30% des enfants qui, au bout de ces 6 mois, uniquement dans le groupe Crinecertan, avaient des doses de glucocorticoïdes qui étaient amenées juste à la dose substitutive, donc avec une disparition des risques de surdosage. En termes de tolérance, je vous mets en parallèle l'étude pédiatrique et l'étude adulte pour montrer les mêmes résultats en termes de glucocorticoïdes. Il y a eu une très bonne tolérance de ce traitement, avec autant d'effets adverses rapportés dans le groupe Crinecertan que dans le groupe placebo. Et chez les enfants, finalement, aucun effet sévère. On avait une crainte de risque de décompensation d'insuffisance surrénale. Ça a été observé chez 3 adultes parmi les 182,
mais aucun enfant n'a fait de différenciation de type insuffisance surrénale. Et donc, ces 2 études ont pu être publiées l'année dernière dans le New England Journal of Medicine, en parallèle dans la même édition, auquel, du coup, nous avons pu être associés. Donc, en conclusion, c'est une maladie qui challenge encore les endocrinologues pédiatriques et les patients et patientes, bien sûr, pour obtenir un équilibre thérapeutique. Mais ces nouvelles thérapeutiques qui arrivent, il y en a d'autres qu'on va pouvoir tester bientôt, ouvrent tout un champ sur des possibilités de meilleur équilibre et de limiter les complications. Pour l'instant, c'est des résultats à court terme, mais l'étude continue maintenant en phase ouverte. On espère qu'on poursuivra cet équilibre au long terme et peut-être qu'on améliorera même les complications de type fertilité intégrotesticulaire que nous observons. Voilà. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il reste 2 minutes 30, 3 minutes maximum pour l'intervention. Madame Didlot doit intervenir. Oui, bonjour à vous, merci. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Tout d'abord, je tiens à remercier la plateforme Expertise Maladies Rares pour ce webinaire et tout particulièrement le professeur Martineri pour sa présentation et son implication, son étude afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge de nos patients HCS. Donc, je m'appelle Magali Didlot, je fais partie de l'association Surrénal, une association qui va fêter l'année prochaine ses 30 ans d'existence et qui compte 790 adhérents depuis au 1er janvier. Alors, si vous pouvez passer à la slide suivante, je vous parlais juste un petit peu rapidement de la répartition des maladies. On représente toutes les maladies des surrénales, notamment Addison, qui représente 220 patients adhérents, notre adhérent. La maladie de Cushing, dont nous avons 155 adhérents, et l'hyperplasie et l'hypoplasie congénitale des surrénales, dont est extrait le sujet d'aujourd'hui, qui représente 200 adhérents à ce jour. Ensuite, on a également des insuffisants secondaires, des aldosteronisme, et des personnes atteintes de phéochromocytome. Je vais vous demander la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, notre rôle, c'est tout d'abord d'informer sur les différentes maladies des surrénales, ensuite d'accompagner et d'écouter les malades, de les orienter, c'est très important pour nous, de les orienter vers des centres labellisés, des centres de référence et des centres de compétences pour les maladies des surrénales. Et évidemment, comme toute association, de rompre l'isolement des malades. Les maladies rares, on se retrouve souvent seul face à ces maladies et c'est un de nos objectifs, de rompre l'isolement des malades et de leurs familles. De faire entendre la parole et le ressenti des malades adhérents à nos associations et même ceux qui ne sont pas adhérents à l'association d'ailleurs. Et bien évidemment, de soutenir la recherche pour améliorer les traitements et la qualité de vie des patients. Je vais vous demander la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, du coup, nos attentes en tant que patients et parents de patients concernant les innovations thérapeutiques et notamment celle du crinécerfont, c'est vrai qu'on est très en demande de trouver des traitements qui permettraient d'avoir un meilleur contrôle du poids et de la préservation de la croissance de nos enfants. Et pour ça, la substitution plus physiologique en glucocorticoïdes permettrait ce genre d'attente. Ensuite, l'amélioration de la qualité de vie des patients, notamment une meilleure prise en charge de la fatigue. Les patients et les parents de patients demandent également à avoir moins de prise de médicaments, moins de médicaments en général. Voilà. Et d'avoir des médicaments pédiatriques dédiés à l'HCS, ce qui n'était pas le cas précédemment. On a toutefois des petits points de vigilance, notamment et des inquiétudes justifiées par rapport au fait de ne pas arriver à avoir ce médicament qu'est le crinécerfont en France. Plusieurs médicaments qui étaient très attendus par les familles, entre autres, je vais citer Efmody ou Alkindi, qui sont disponibles dans d'autres pays d'Europe, mais qui ne le sont pas en France en raison des coûts. Et l'association de Surrénal, du coup, restera très vigilante quant à la mise à disposition de ces innovations thérapeutiques très prometteuses qui permettraient d'améliorer la qualité de vie des patients et des malades atteints des surrénales. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se donne le temps pour une petite question dans l'Assemblée, s'il y en a? Je ne sais pas, je ne vois pas de main levée. Moi, je veux bien poser une question. Voilà, une question. Oui, bonjour, moi, Laurent Gibert. Donc, moi, je suis là en tant que membre d'une association de
par an d'enfants atteints d'une malformation digestive. Je voulais savoir justement, donc là, vous êtes dans un centre pédiatrique, j'imagine que c'est une problématique qui est surtout, enfin, voilà, qui se présente dès le début de la vie, si j'ai bien compris. Et donc, la transition enfant-adulte, comment elle est abordée en tant qu'association, peut-être vous pouvez me répondre si c'est une de vos préoccupations ou voilà. Oui, tout à fait, c'est une de nos préoccupations. Je sais qu'elle est très bien abordée, par, nos services de centres de référence et de centres compétences qui sont vraiment très attentifs à ce sujet. Il y a des plateformes, de transition, dans lesquelles, on a été invité, auxquelles on participe. L'association participe également à un DIU transition auprès des médecins et des écoles, de médecine. L'association est très impliquée et c'est vrai qu'on l'a en tête, on en parle à nos adhérents et on peut compter vraiment sur le soutien, des centres de référence et de compétences. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre intervention. Et donc, nous allons passer à la présentation du professeur Frédérico, Innovation thérapeutique dans les maladies bulleuses. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui? OK. Alors, j'imagine que c'est vous qui passez les diapositives? absolument. Alors, donc on m'a demandé de parler des innovations thérapeutiques, dans les maladies bulleuses auto-immunes et en fait, je me suis, centré sur une molécule, et une maladie parce qu'il y a des avancées importantes, suivantes. Donc, c'est une molécule qui intéresse la pemphigoïde bulleuse. La pemphigoïde bulleuse, c'est une maladie bulleuse auto-immune qui donc induit une désunion entre l'épiderme et le derme et qui donne donc des bulles, plus des démangeaisons et des plaques urticariennes, comme vous pouvez le voir ici. Alors, c'est une maladie qui touche le sujet âgé autour de 75-80 ans et qui a une mortalité importante, surtout liée en fait au terrain, parce qu'il y a beaucoup de comorbidités et c'est associé particulièrement aux problèmes neurologiques, à savoir, maladie de Parkinson, démence, accident ischémique transitoire, AVC, sclérose en plaques. Alors, au plan du diagnostic, on fait le diagnostic en réalisant une biopsie cutanée qui retrouve une bulle sous-épidermique et des dépôts d'immunoglobulines à la jonction entre l'épiderme et le derme et il y a dans le sang des malades des anticorps qui reconnaissent cette jonction, dermo-hypodermique avec 2 protéines qu'on appelle BP180 et BP230. Alors diapositive suivante. Alors, le traitement, de cette maladie, bulleuse auto-immune est basé sur les corticoïdes. Alors en France, sur les corticoïdes locaux parce que les Français s'intéressent depuis très longtemps à ces maladies et ont démontré que la corticothérapie locale est aussi efficace que la corticothérapie générale et a moins d'effets secondaires. Néanmoins, dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, où les tubes de corticoïdes, coûtent très cher puisqu'un tube, ça coûte 50 alors que chez nous, ça coûte 2 €. Et aussi les difficultés, pratiques de mise en place, de mise en œuvre avec, trouver des infirmières qui sont capables de le faire et qui acceptent de le faire, fait que dans les autres pays, on est resté au traitement ancien, à savoir une corticothérapie orale. Donc dans les formes, donc là, vous avez les guidelines européennes sur cette maladie. Donc dans les formes modérées, on conseille, s'il y a vraiment peu de lésions, simplement des corticoïdes locaux, mais sinon une corticothérapie orale à 0,5 mg/kg et puis également, si ça ne suffit pas, de la doxycycline, qui est un traitement fait beaucoup par les Anglais, heu, pour son action anti-inflammatoire, mais qui est assez discuté en termes d'efficacité. Et pour les formes généralisées, on utilise une corticothérapie entre 0,5 et 0,75 mg/kg qu'on va, faire, pendant à peu près 9 mois avec une décroissance qui est réalisée après l'obtention du contrôle de la maladie. Et les Américains utilisent beaucoup en association des immunosuppresseurs comme, le Cellcept ou, le méthotrexate ou l'azatioprine.
Diapositive. Alors, le dupilumab, c'est un médicament qui cible la chaîne alpha du récepteur, qui est le récepteur commun pour l'IL4 et l'IL13. Et c'est un médicament qui a été développé depuis 2017 dans différentes indications, à savoir l'asthme, la polypose nasale, la BPCO, l'œsophagite éosinophile. Mais dans les 3 premières maladies que j'ai citées, c'est surtout un traitement enfin, supplémentaire, mais pas seul. En revanche, c'est utilisé de façon isolée pour la dermatite atopique et pour le prurigo nodulaire. Et ce sont 2 indications qui sont de développement beaucoup plus récent et qui sont donc pour le champ de la dermatologie. Alors en fait, dès que le médicament Dupixent est sorti, il y a eu quelques cas cliniques. Le premier a été publié en 2018 et ensuite il y a eu toute une série de cas cliniques qui ont été publiés d'efficacité. La molécule était positionnée en association à la corticothérapie orale et l'efficacité était globalement bonne et les effets secondaires étaient mineurs. Donc les effets secondaires attendus avec cette molécule, c'est une conjonctivite. Alors à ce jour, il y a plus de 500 cas qui ont été publiés dans la littérature. Diapositive. Et en fait, il y a donc le laboratoire Regeneron qui s'est intéressé à partir de 2018 à la possibilité de faire un essai thérapeutique dans cette maladie pour tester le dupilumab. Alors, cet essai a été réalisé. C'est un essai international qui a été fait dans 9 pays différents, à savoir les États-Unis. En Europe, ça a été l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Pologne. Ça a été également en Israël, en Asie, le Japon et Taïwan, et enfin en Australie. Donc, en France, il y a eu 6 sites qui ont été impliqués dans ce travail, dont 2 dans les centres de référence maladies rares pour les maladies bulleuses auto-immunes, à savoir donc le service que je dirige, et puis le CHU de Rouen avec le professeur Joly. Donc, il y a eu 106 malades qui ont été inclus, donc avec 2 bras, donc 53 malades dans le bras placebo et 53 dans le bras dupilumab. Et les critères, alors est-ce que je peux voir la diapositive d'après? Je me souviens plus si je détaille le recrutement. Oui. Alors revenons en arrière. Donc le design de l'étude, c'était une corticothérapie orale à 0,5 mg kJ pour les formes modérées et 0,75 mg kJ pour les formes sévères. Avec une dose pleine de corticoïdes qui était pendant 6 semaines, 4 à 6 semaines, et ensuite une décroissance pour arriver à 0 à la semaine 16. En parallèle, donc, il y avait une injection sous-cutanée, soit de placebo, soit de dupilumab avec une dose de charge de 600 mg, puis 300 mg toutes les 2 semaines, et ça pendant 1 an. Et ensuite, il y avait un suivi pendant 3 mois. Diapositive. Donc, les patients qui ont été inclus, c'était des patients qui avaient une pemphigoïde bulleuse prouvée, qui avaient des anticorps circulants et qui avaient également donc une forme modérée à sévère, avec un score de démangeaison qui était assez important, puisqu'il fallait avoir au minimum 4 sur une échelle qui allait de 0 à 10. Ont été exclus les malades qui n'étaient pas en très bonne forme, à savoir un Karnofsky inférieur à 50%, les patients qui avaient des comorbidités neurologiques, les pemphigoïdes bulleuses induites par les glyptines ou par des anti-PD1, par exemple, qu'on utilise en cancérologie, et puis ceux qui n'avaient pas d'anticorps circulants ou qui avaient un prurite pas assez important. Alors, le critère primaire de jugement, c'était la proportion de patients qui étaient en rémission durable à la semaine 36. Le caractère durable étant que donc, les patients devaient être mis en rémission complète dans les 16 premières semaines avec la période de corticoïdes. Ensuite, ils ne devaient pas faire de rechute entre la semaine 16 et la semaine 36. Et d'autre part, au début de la maladie, s'ils n'étaient pas contrôlés à 0,5, par exemple, il y avait la possibilité de monter au palier
0,75, mais s'ils n'étaient pas contrôlés, on pouvait monter plus haut ou rajouter des immunosuppresseurs, mais dans ce cas-là, ils étaient considérés comme un échec de traitement. Et les critères secondaires de jugement, c'était la dose cumulée de corticoïdes entre la semaine 0 et la semaine 36, la modification du score de prurite, la proportion de patients qui amélioraient leur prurite et la variation du score d'activité de la maladie. Alors, diapositive. Donc, j'ai présenté en fait cette étude internationale samedi dernier au congrès de l'Académie américaine de dermatologie à Orlando. Et donc, le score primaire de jugement a été atteint pour 20% des malades dans le groupe dupilumab versus 4% dans le groupe placebo, et la différence est significative. Alors, quand on va plus dans le détail, dans les 3 composantes de ce critère primaire de jugement, il y en a 2 sur 3 où on a une différence qui est plus importante et qui est significative, à savoir l'absence de rechute, avec 58% dans le groupe placebo versus 15% dans le groupe 58% dans le groupe dupilumab versus 15% dans le groupe placebo, et également l'absence d'utilisation de traitement de secours pour 42% des patients dans le groupe dupilumab versus 11%. Diapositive. Alors, concernant l'efficacité, si on regarde le nombre de patients qui ont plus de 90% d'amélioration des lésions à la semaine 36, enfin, de façon à chaque visite, puis à la semaine 36. Pour la semaine 36, la différence était significative puisqu'il y avait 40% dans le groupe dupilumab et 10% dans le groupe placebo. Et lorsqu'on regarde les 2 courbes, en fait, on s'aperçoit qu'à l'arrêt complet des corticoïdes, la différence devient significative, donc dès la semaine 16. Diapositive. Alors, on retrouve un résultat assez comparable, puisque pour le score de prurite, en fait, on a une amélioration qui est significative dès la semaine 17 et qui se poursuit jusqu'à la semaine 36. Diapositive. Diapositive, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Voilà. Ensuite, donc, il y avait un autre paramètre qui était le temps pour la première utilisation d'un traitement de secours. Et donc, pour le placebo, c'était 126 jours, et pour le dupilumab, c'était plus tardif, c'était 171 jours. Et de nouveau, la différence est significative. Et d'autre part, sur la dose totale cumulée de corticoïdes oraux, pour le dupilumab, c'était 5,6 g, alors que pour le placebo, c'était plus important, c'était 7,3 g. Et donc, la différence entre les deux est de 1,6 g. Je vous rappelle que les corticoïdes, c'est ce qui donne tous les effets secondaires qui posent problème dans cette maladie, à savoir le diabète, l'hypertension, les ulcères d'estomac et compagnie. Et cette différence est significative avec un petit p à 0,02. Diapositive suivante. Alors, en termes de tolérance, la tolérance était bonne. Il y avait le même nombre d'effets secondaires entre le groupe placebo et le groupe dupilumab. Il y avait plus d'effets secondaires sévères, 30% versus 22% dans le groupe dupilumab. Et il y avait 2 patients qui sont décédés dans le groupe placebo, l'un d'un Covid sévère et l'autre d'un patient qui avait de nombreuses comorbidités et qui a développé une aspergillose pulmonaire dont il est décédé. Et il n'y avait aucun décès dans le groupe dupilumab. Et sur les effets secondaires d'intérêt, donc ce qui nous préoccupe plus pour le dupilumab, à savoir les conjonctivites, il y avait 4 conjonctivites dans le groupe dupilumab versus aucune dans le groupe placebo. Et c'était des conjonctivites qui étaient peu sévères et qui n'ont pas nécessité d'arrêter le traitement. Diapositive. Et donc, au total, le dupilumab montre un bénéfice important pour le contrôle de la maladie, pour l'amélioration du prurite, pour le risque d'utiliser des traitements de secours en cas de rechute, et également pour la dose totale de corticoïdes, ce qui est un élément important. Et la tolérance est bonne pour ce médicament.
Alors en fait, Regeneron a déjà demandé, déposé le dossier d'AMM auprès de la FDA aux États-Unis et ce dossier va être traité en urgence, dans le cadre de Fast Track, la procédure Fast Track et là, il y a une réponse qui est attendue en juin 2025 et le laboratoire va, probablement demander la même chose en Europe à l'EMA. Diapositive. Voilà, donc merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions sur cette nouvelle thérapeutique qui sera la première thérapeutique biologique et en gros le deuxième médicament puisque pour l'instant, il n'y a que les corticoïdes qui ont l'AMM. Merci beaucoup pour votre exposé. Je ne vois pas de questions. Hein? Je ne sais pas interpréter. Non, merci beaucoup. Ce sont des résultats majeurs puisque c'est, comme vous le disiez, un espoir thérapeutique dans une maladie qui jusqu'à présent n'était traitée entre guillemets que par corticoïdes avec tous les effets secondaires des corticoïdes. Vous avez mentionné, mais peut-être que vous en savez un petit peu plus sur les timelines de demande d'AMM en Europe éventuellement. Non, j'ai pas de précision. En fait, donc la molécule a été développée par Regeneron, mais en fait, maintenant est en développement par Sanofi. Je sais qu'ils sont un peu dans les starting blocks je sais quand même qu'en fait, ils veulent demander un accès précoce en France et qu'ils sont en train de rédiger le dossier d'accès précoce. Donc, je pense qu'on aura quand même la possibilité de l'utiliser officiellement, même si en fait, officieusement, il y a déjà quand même pas mal d'endroits où on en prescrit. En particulier, les gens qui s'occupent d'oncologie et qui se retrouvent avec des pemphigoïdes bulleuses induites. Donc, c'est des patients qui sont fragiles puisqu'ils ont déjà un cancer et pour lequel les corticoïdes se posent un problème. Et en fait, ils sont très friands du dupilumab et je sais qu'ils l'utilisent même en monothérapie et qu'il y a une bonne efficacité en monothérapie. Mais en fait, donc cette partie monothérapie n'a pas été évaluée puisque vous avez vu que les 4 premiers mois, les patients sont traités en même temps par des corticoïdes oraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fallu quand même respecter les guidelines européennes pour que ce soit accepté par les autorités de santé. Mais possiblement, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé en monothérapie, hein. Dans le prurigo nodulaire, c'est utilisé en monothérapie. Merci. J'aurais juste une petite question en tant qu'association de patients ou famille de patients. Existe-t-il une association Oui, qui pour les s'occupe maladies bulleuses auto-immunes, tout à fait. Il y a une association française qui regroupe, c'est l'APPF qui regroupe les patients atteints de pemphigus et de pemphigoïdes. D'ailleurs, qui était au courant de cette étude, moi je les avais prévenus directement, je suis dans le conseil scientifique. Et je sais qu'il y a un des 6 malades que j'ai inclus, qui d'ailleurs a appelé l'association de malades pour savoir si ça valait le coup qu'il participe à cette étude et si j'étais quelqu'un de sérieux. Donc c'était assez drôle. Non, c'est une association active il y a eu d'autres essais thérapeutiques donc je n'ai pas parlé. Le plus important, c'est un essai avec le rituximab, qui est un anti-CD20 dans le pemphigus. Et il y a une vraie collaboration avec cette association. Et en fait, cette étude donc, a été positive, ce qui n'était pas très surprenant parce que les académiques français, les dermatologues académiques français avaient démontré l'efficacité depuis longtemps, mais le laboratoire n'était absolument pas intéressé. Et donc, c'est un travail qu'on avait fait il y a 20 ans qui avait été publié dans le New England et qui n'avait pas intéressé le laboratoire Roche. Et puis avec donc la vague la vague et les avantages aussi proposés aux industriels pour le développer des médicaments dans les maladies rares, ils ont fait une étude qui s'appelait PinFix, qui comparait donc le rituximab à la corticothérapie générale plus Cellcept. Et en fait, il y a eu une efficacité qui était très importante
dans le groupe rituximab versus le groupe corticoïde plus Cellcept. Et on a le papier, enfin, on a publié le papier dans le New England Journal of Medicine. Et ensuite, l'AMM a été demandée aux États-Unis, puis en Europe. Et donc, elle a été accordée. Et donc, maintenant, ça n'est plus un problème. En revanche, c'est pour les pemphigus vulgaires modérés à sévères. Ça n'implique pas normalement les pemphigus vulgaires, mild, et c'est pas non plus censé être autorisé pour les pemphigus superficiels. Pourquoi? Parce que les Américains pensent que c'est une maladie un peu différente, et parce que du coup, ils avaient inclus beaucoup moins de malades pemphigus foliacés que pemphigus vulgaires dans l'étude pivotale. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure sur ces propos. Je pense que je prends 30 secondes ou 35 secondes pour souligner, comme revenir sur l'introduction qu'a fait Madame la doyenne Sabine Sarnaki sur la structuration des maladies, de la prise en charge des maladies rares en France, et son action a été déterminante, et on voit que cette structuration est essentielle dans le soin des patients, et encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, dans le parcours patient et dans les progrès thérapeutiques. Je pense qu'il faut aussi souligner la place du GHU Nord dans la prise en charge des maladies rares, avec plus de 100 centres labellisés et 2 et bientôt 4 filières maladies rares implantées au GHU Nord. Je pense que ces présentations ont été aussi l'occasion de prendre la mesure de l'importance de la recherche clinique. Et nous avons la chance d'avoir un appui très fort des structures de recherche clinique globalement à la PHP dans notre GHU. Et pour dire un dernier mot, on a vu avec les 4 présentations qui ont été faites parfois à plusieurs voix, d'une part que la prise en charge de la transition enfant-adulte est absolument essentielle, et que tous vous y travaillez, c'est vraiment très bien, qu'il y a des progrès majeurs pharmacologiques faits dans certaines maladies, heureusement. Et puis, on terminera sur la place absolument essentielle des patients experts, des patients acteurs de leur maladie, de la place des familles aussi, parce que tout cela se construit ensemble. Merci à tous et à la prochaine.